Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode d'Aragami et le troisième et donc dernier consacré à la lecture des parchemins. Dans l'épisode précédent, on avait lu les chroniques de Hayo et les carnets de Tsuyoshi. Là, on va donc lire les chroniques de Yuki. Donc Yuki, on en avait entendu également parler lors des chroniques de Hayo. C'est tout simplement une des personnes qui a scellé Yamiko. Donc c'est une des quatre personnes qui a scellé Yamiko, et c'était apparemment le point faible des quatre. Donc c'est parti, on va lire ces chroniques. Au-delà des murs, volume 1. Tout était plus facile autrefois. Nos seules préoccupations étaient les cérémonies tenues en l'honneur d'Amaterasu, notre déesse du soleil. Notre seul contact avec l'extérieur était avec des marchands qui faisaient étape à nos portes de temps en temps. Les portes de ce village isolé au pied des montagnes. À l'époque, je rêvais d'explorer le monde, de découvrir différentes cultures, de rencontrer des adeptes de différentes essences. Nous nous imaginions nos propres aventures, à partir de ce que nous avions. Nous sortions toujours en cachette, tous les quatre, grimpant sur la hutte du forgeron pour sauter de l'autre côté des murs du village. Une goutte d'aventure qui étanchait notre soif pendant des jours. Évidemment, nos parents finissaient toujours par la prendre, et ils nous punissaient à chaque fois. Mais cela en valait toujours la peine. Mon père disait toujours qu'en vieillissant, la soif d'aventure disparaît, qu'on finit par apprécier ce qu'on a plutôt que de rêver à ce que l'on pourrait bien se trouver au-delà de l'horizon. Je n'avais jamais apprécié cette idée étant enfant, mais je n'aurais jamais pu prédire l'apparence de Maître Tsuyoshi, ni son influence sur ma vie tout entière. Volume 2, Le Vieux Sage. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions sortis jouer bien trop tard, et nous rentrions en faisant la course à toute vitesse. Hikaru avait tenté de sauter par-dessus un tas de pierres, mais il avait manqué son saut. Sa jambe avait glissé dans un trou parmi les pierres et s'était brisée. Il était devenu blanc comme un linge. Nous avions essayé de sortir sa jambe, mais la douleur lui avait presque fait perdre connaissance. La nuit était sur le point de tomber. Nous ne nous étions jamais aventurés hors du village aussi tard auparavant. Nous avions entendu des histoires à propos de créatures du désert qui traînaient leur proie jusque dans leur tanière, d'oiseaux géants féroces et de scorpions à la queue aussi grosse que des fous. C'est alors qu'il est apparu, une grande silhouette portant une longue barbe et des habits verts. Un bâton à la main, s'avança lentement vers nous. Notre sang se glaça. Nous n'avions à peine remarqué la silhouette qu'elle se trouvait déjà aux côtés de Hikaru, touchant de son vieux bâton la jambe blessée. Après un long silence, elle dit d'une voix calme « Lève-toi ». J'examinais la silhouette tandis qu'elle s'adressait à Hikaru. C'était un vieil homme qui n'avait rien d'effrayant. Il dégageait en fait une extraordinaire aura de sérénité. Lorsque Hikaru se leva, comme si de rien n'était, nous le remarquions à peine. Nous dévisagions tous les quatre le vieil homme. Un petit sourire aux lèvres. Il prit à nouveau la parole et dit « Je devrais peut-être vous accompagner chez vous. » Volume 3, Transition. L'arrivée de Maître Tsuyoshi dans notre village causa quelques difficultés. Nous n'avions pas accueilli d'inconnus depuis bien longtemps. La présence d'un étranger parmi nous, qui n'était de surcroît pas un adepte de la lumière, rendit tout le monde nerveux. On lui permit d'entrer, mais presque tout le monde l'évitait, comme il évitait tout ce qui était nouveau et différent. Mais Maître Tsuyoshi ne s'en offensa jamais. Il s'intéressait à nos rituels et étudiait nos coutumes concernant la lumière qu'il trouvait fascinante. Il raconta qu'il vivait dans les montagnes voisines, non loin de l'endroit où il nous avait trouvés le jour de notre malheureuse aventure. Il était venu en pèlerinage, affirmait-il.
Au bout de quelques mois, les villageois commencèrent à l'accepter eux aussi. Petit à petit, même les plus réticents et les plus intolérants en vinrent en fait. Il avait apporté au village la vraie guérison, et il avait insufflé une nouvelle sagesse à nos coutumes. Le cœur des villageois s'attendrit, et ils finirent par accepter sa présence. Maître Tsuyoshi resta longtemps parmi nous. Un jour, il nous annonça qu'il devait retourner à sa guilde, qu'ils avaient besoin de lui pour une mission. À son départ, notre clan était plus fort que jamais, plus sage, plus compétent. Nous avions l'impression de pouvoir faire face à n'importe quoi. Jusqu'à l'arrivée de Nishoku. Volume 4. L'invasion de Nishoku. 2 mois après le départ de Maître Tsuyoshi, un groupe d'une 30aine d'hommes fit son apparition. Leur chef présenta son groupe comme d'humbles nomades traversant la steppe. Ils souhaitaient se ravitailler et offrir de commercer. Avant l'arrivée de Maître Tsuyoshi, le village n'aurait jamais accepté de commercer avec des inconnus. Mais les choses avaient changé. Ils attaquèrent dès qu'ils comprirent que nous n'utilisions pas l'essence de lumière pour combattre. Cela se produisait la 3e nuit après leur arrivée. Ce fut un massacre. Mon peuple ne put rien faire. Hikaru, Ryo, Sora et moi-même n'étions pas présents lors de l'attaque. Nous étions une fois de plus partis en escapade. La vue de la fumée nous pressa pour rentrer. Puis des cris se firent entendre. C'est alors qu'il apparut, au pied du drapeau de Nishoku. L'homme avec un bandeau sur l'œil, son épée dégoulinée de sang, son visage était impassible, laissait apparaître un infime rictus. Il nous aperçut immédiatement et ordonna à un de ses hommes de nous tuer. Alors que nous essayions de nous échapper, l'homme invoqua des ombres devant lui et s'y glissa, nous rattrapant en quelques secondes. Volume 5. Soif de vengeance. Au moment où l'homme s'approchait de Hikaru, Sora fermait les yeux et invoqua une barrière de lumière autour de nous. Nous n'avions jamais utilisé l'essence de lumière au combat, auparavant. Mais il ne fallut qu'un instant à Sora pour saisir cette occasion. L'homme se mit à rire. Il savait que sa barrière ne nous protégerait que quelques secondes. Alors que la barrière s'estompit, Ryo frappa l'homme de toutes ses forces. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Il lança un éclair puissant qui laissa l'homme chancelant et nous donna le temps de nous enfuir. Nous avions survécu. Il n'avait pas pu se rétablir avant que nous n'atteignions la forêt. Mais maintenant, nous étions seuls, livrés à nous-mêmes dans un monde inconnu. La montagne et le village étaient les seuls lieux que nous n'avions jamais connus. Notre premier sentiment fut la solitude. Après de longues journées de marche silencieuse, la solitude fit place à la tristesse. Elle nous prit à la gorge, nous étions les seuls survivants du clan. Hikaru pleurait et gémissait comme une bête. Sora restait silencieuse des heures durant, puis hurlait à la mort. Le visage de Ryo devint écarlate, et ses traits se crispèrent en une grimace silencieuse. La mélancolie finit par se transformer en soif. Une soif de vengeance. Ils étaient tous morts. Nous seuls portions le nom du clan. Notre décision fut de nous préparer pour faire subir à ces hommes la souffrance qu'ils nous avaient infligée. Volume 6. Reconquête. Ryo nous a sauvés. Nous aurions pu mourir dans ce désert. Sans lui, il nous a aidés à comprendre notre potentiel, ce qu'aucun d'entre nous n'avait perçu jusqu'à présent. Il nous a rappelé ce que Sora et lui-même avaient fait cette nuit-là, alors que nous étions sur le point de mourir. Nous savions nous servir de l'essence de lumière. Nous devions simplement élargir notre pensée, l'appliquer au combat et non à la seule foi et au travail de la terre. Nous parlions de reprendre notre village. Nous pensions que certains membres de notre clan étaient peut-être retenus prisonniers. Il nous fallut 6 mois. Nous entraînions sans relâche, à l'aide d'armes rudimentaires que je préparais le soir. À chaque fin de journée, les chances de revoir nos familles s'amenuisaient. Notre première étape
était de partir en reconnaissance vers notre village. Nishoku en avait fait un de ses camps. 10 hommes tout au plus le gardaient. Il serait risqué de s'y attaquer. Mais cela faisait trop longtemps que nous attendions. La colère embrassait nos yeux, tel un métal en fusion circulant dans nos veines. Nous décidions de nous approcher du village en plein milieu de la journée, lorsque l'essence des ombres serait la plus faible. Notre priorité était de trouver d'éventuels survivants. Les mots me manquent pour décrire ce que nous avons trouvé. Volume 7. À l'intérieur du temple. Après avoir inspecté le village, nous remarquions que le temple d'Amaterasu était fermé et barricadé. Ses portes étaient détruites et bloquaient tout accès. Sora constata que le temple se démarquait du reste du village, et nous avons décidé de l'examiner. Alors que nous nous introduisons dans le temple à travers des ouvertures dans les décombres, une odeur nauséabonde nous assaillit les narines. Seule la grande statue d'Amaterasu était visible dans la pénombre. Nous sentions une odeur de putréfaction imprégner notre peau. Nos yeux finirent par s'habituer aux ténèbres, et les cadavres se révélèrent. Dispersés ou entassés ou accrochés au mur, ceux qui avaient survécu à l'attaque de Nishoku étaient là, mais ils n'étaient plus en vie. Famille, amis, camarades, tous avaient été entassés et laissés pourrir dans ce lieu de culte. Au fil des années, nous avons découvert que les hommes de Nishoku avaient réalisé d'horribles expériences sur leurs prisonniers. Des recherches sur notre contrôle si particulier de l'essence de lumière. Le sentiment de solitude que nous avions ressenti dans les montagnes après l'attaque refit surface. Nous étions vidés de tout. Les émotions se bousculèrent en nous. Ryo et Hikaru ne pouvaient pas détourner les yeux des cadavres. Quant à moi, je n'osais pas les regarder. Je sentais mon esprit céder. Je restais assis, les yeux fermés, quand tout à coup se produit une explosion. En nous retournant, nous constations que Ryo et Hikaru avaient disparu. Ils avaient défoncé la porte du temple, qui était maintenant béante. Volume 8. Le goût de la vengeance. Nous sommes sortis immédiatement du temple et avons aperçu la silhouette de Ryo et Hikaru sauter de toit en toit. Les gardes de Nishoku arrivaient en courant. Ryo et Hikaru, je n'avais jamais vu personne combattre de la sorte. Pris de frénésie, ils s'élancèrent sur les soldats de Nishoku, tels des tigres, les tailladant à la gorge, au visage, au torse. Sora et moi leur courions après, mais leur vitesse était surhumaine. Les hommes de Nishoku ne pouvaient rien faire. Ils ne s'attendaient pas à une attaque encore moins menée de front. En plein jour et dans un village isolé par 4 enfants. Au bout de quelques minutes, nous réalisions que tous les hommes de Nishoku étaient morts. C'était fini. Le moment que nous avions attendu pendant presque 1 an était arrivé. Le moment où nous reprenions le contrôle de notre village et où nous vengions ses habitants. Mais cette victoire ne nous emplit pas de joie comme nous l'espérions. Au contraire. Volume 9. Un monde infini. Nous étions perdus à nouveau. Mais au lieu d'être perdus dans le désert, nous étions perdus dans notre village, où nos vies et notre histoire se décomposaient parmi les cadavres. La défaite des assaillants de notre village nous avait ramenés à la même solitude. Elle était cependant alourdie par le poids de ces nouvelles victimes. Nous n'avions presque pas remarqué Kibo lorsqu'il est apparu dans le ciel. Sa large silhouette noire était comme l'incarnation du messager d'Amaterasu, nous apportant de l'espoir. Maître Tsuyoshi l'avait envoyé surveiller le village. Le sage avait créé un lien entre son âme et celle de l'oiseau. Nous savions donc que nous pouvions le suivre sans crainte. Nous nous mîmes en route sans un mot, suivant l'ombre de l'oiseau. Au fil de notre voyage, nos yeux se sont ouverts, petit à petit, jour après jour. Nous nous rendions compte de l'immensité du monde qui s'offrait à nous. Nous ne parlions ni ne faisions confiance à personne au départ, mais chaque lieu que nous traversions et chaque nouvelle culture était fascinant. Au bout de plusieurs semaines, nous comprîmes notre place dans le monde.
au sein d'un conflit bien plus important. Volume 10. Les origines de Keiho. Au fil de nos voyages, de nos rencontres et de nos expériences, nous avons réalisé tout le mal que Nishoku avait infligé, dans le continent tout entier. Nishoku serait né d'une ancienne guilde d'assassins, une secte forte des milliers de disciples. Leur chef, qu'ils appelaient l'impératrice des ombres, était révérée comme une déesse. Son pouvoir serait sans commune mesure. Et elle aurait pour objectif l'extermination de toutes les confréries de la lumière qui se trouvaient sur leur chemin. Mais il tuait sans distinction. Seules les guildes des ombres étaient épargnées. Sur notre chemin, nous avons trouvé de nombreuses familles brisées. Des peuples entiers avaient subi le même sort que le nôtre. Mais nous en avons aussi rencontré qui voulaient se battre, des hommes qui voulaient se venger qui voulaient venger leurs proches, qui voulaient reprendre ce qui leur appartenait, des hommes qui ne voulaient plus vivre dans la peur. Ils étaient déterminés, mais ils n'étaient pas organisés. Il leur fallait un chef. Volume 11. Retrouvailles. 18 mois s'étaient écoulés depuis le début de notre voyage. Notre force et notre sagesse grandissaient, alors que nous observions les ravages infligés par Nishoku et que nous découvrions l'étendue des dégâts qu'elles avaient causés. Puis, après nous avoir guidés pendant un mois, Kibo a entamé sa descente vers sa destination finale. En arrivant à l'endroit où Kibo avait atterri, Maître Tsuyoshi nous a accueillis avec un large sourire. Ces retrouvailles étaient comme d'être de retour chez nous. Nous avons parlé et parlé de longues heures durant, des événements des derniers mois, de ce que Nishoku avait fait au monde. Le maître avait constaté les dégâts qu'ils avaient causés, lui aussi. En fait, il nous avait quittés pour mener à bien une mission que sa confrérie lui avait donnée. Enseigner l'utilisation de l'essence de vie à toutes les confréries que Nishoku attaquait, pour leur accorder de meilleures chances de survivre. Mais panser les plaies n'était pas la solution. Tôt ou tard, il faudrait faire quelque chose, et il le savait. À l'annonce de notre volonté de mener une contre-attaque, il n'a pas semblé surpris. Après une courte pause, il déclara « Très bien, votre entraînement commence demain. » Volume 12. Le dernier recours. Maître Tsuyoshi nous a appris les bases de la manipulation de l'essence de vie. J'avais lu des légendes s'y rapportant, mais j'ai tout de même été époustouflé par les innombrables possibilités qu'il nous a révélées. Il nous a appris à contrôler notre paix intérieure, à perturber celle des autres, à soigner n'importe quelle blessure. Ce n'était pas étonnant qu'il était considéré comme un sage. Pour un adepte de la lumière comme moi, utiliser une autre essence revenait à essayer d'écrire de la mauvaise main. Toutefois, je dois dire que j'étais le premier à m'y adapter, sans grand effort. Cette nouvelle essence prit la forme d'une flamme verte lorsque je l'invoquais. C'était comme une source qui collait au cœur de mon âme, paisible, du moins jusqu'à ce que le maître nous apprit à l'utiliser au combat. Dans le cadre d'un combat, l'essence de vie permet de soigner ses blessures incroyablement rapidement. Mais ce n'est pas tout. Certaines techniques permettent de transférer temporairement une partie de votre propre âme vers quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Il est possible d'absorber l'âme d'un autre et de les vider de leur essence. Mais contrôler cette technique n'est pas aisé. Briser l'équilibre entre le corps et l'âme de cette façon peut avoir des conséquences terrifiantes. Et alors que nous supposions avoir tout appris, que nous pensions que Maître Tsuyoshi n'avait plus rien à nous enseigner, il nous révéla une dernière chose. La technique que je vais vous montrer a été interdite il y a bien longtemps, dit-il. Elle est extrêmement risquée et dangereuse. Il ne faut l'utiliser qu'en dernier recours. Si le reste échoue, elle pourra vous aider à vaincre l'impératrice des ombres. Volume 13. Assembler une armée. Après avoir terminé notre entraînement avec Maître Tsuyoshi, nous avons commencé à recruter. Nous nous étions déjà fait des alliés dans les nombreux villages et villes que nous avions traversés. Et après les avoir contactés, la nouvelle se répandit et attira d'autres volontaires. On comptait des adeptes de tous les clans, de différentes essences et pratiques. Certaines recrues
n'étaient même pas des adeptes. Ils n'étaient pas tous prêts à combattre, ils n'étaient pas tous prêts à combattre, mais la plupart disposaient d'un fort potentiel. Une seule chose manquait dans nos préparations, la lumière. Enseigner l'utilisation de la lumière, l'essence la plus puissante contre les ombres de Nishoku, prendrait des années, chose que nous ne pouvions pas nous permettre. Nous n'avions le temps que d'enseigner les bases, ce qui ne suffirait pas. C'est alors que j'ai une idée. Au cours de notre voyage, nous avions trouvé d'énormes gisements d'Icalum, un minerai rare permettant de stocker et d'émettre de l'essence de lumière. Si nous pouvions imprégner d'Icalum les armes de nos soldats, leur faible affinité à l'essence de lumière n'aurait plus d'importance. Notre charge de lumière suffira. J'ai testé le procédé et il a fonctionné. J'ai même imprégné nos 4 armes d'Icalum, une disposition qui pourra changer le cours de la guerre à venir. Après 6 mois de préparation, notre armée est prête, menée par Ryo, Hikaru, Sora et moi-même. Notre nouvelle confrérie allait mettre un terme au règne de Nishoku. Keiho était né. Volume 14. La guerre prochaine. 20 mars de l'an 10 de la 6e ère. Nous avons fait nos dernières préparations. Nous partons la semaine prochaine. Je n'arrive pas à dormir. Mon estomac est noué. C'est le moment que nous avons tant attendu. J'ai au moins réussi à me calmer un peu, en repensant à tout ce que nous avons accompli. Le changement qui s'est opéré en nous me donna du courage. Nous étions des enfants, sans aucune mesure de la taille du monde. Nous sommes maintenant les chefs d'une armée. Les hommes sont nerveux. Je les entends faire les 100 pas dans leur tente. Ils ne vivent pas d'eau ni de nourriture, mais d'un désir de vengeance. Ils vivent pour détruire Nishoku. Même Maître Tsuyoshi va combattre, malgré son grand âge. Il a appris à se servir de l'essence de lumière presque aussi bien que nous. Que vais-je ressentir à la vue des murailles de Kuryu, la capitale de Nishoku? Quelle sera ma réaction lorsque l'impératrice des ombres se présentera devant moi? On l'a dit si puissante qu'elle serait capable de tuer des dizaines d'hommes en un clin d'œil. Mais je ne faiblirai pas. Nous avons fait tout ce chemin. La déesse du soleil guide nos pas. Nous vaincrons. Volume 15. Amère victoire. 3 juin de l'an 10 de la 6e ère. Cela n'aurait pas dû se terminer de cette façon. Nous avions une vraie victoire à portée de main. Nous pouvions la sentir. Mais même après que Ryo, même à ce moment-là, nous n'avons pas réussi à l'atteindre. Les rumeurs au sujet de l'impératrice des ombres disaient vrai. Elle était bien aussi puissante qu'on le disait. Nous avons été obligés d'utiliser la technique interdite pour l'emprisonner. Et nous en subissons les conséquences. Je la sens dans ma poitrine. C'est pire lorsque nous sommes proches les uns des autres. C'est pourquoi nous nous voyons à peine depuis. J'espère que les talismans vont nous être utiles. On parle de victoire. Il est vrai que nous avons anéanti les forces de Nishoku. Et nous avons emprisonné leur impératrice. Mais tout cela n'a rien d'une victoire. Au contraire. Ce n'est qu'un état de paix temporaire. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour se libérer. Nous devons l'éviter à tout prix. C'est pourquoi nous devons garder cet endroit. Tous les sacrifices que nous avons faits ne seront pas vains. Volume 16, Souffrance. 10 mars de l'an 15 de la 6e ère. Cette souffrance devient insupportable. Maître Tsuyoshi m'avait expliqué ce que l'on ressentait lorsque notre âme était corrompue. Mais je n'avais jamais imaginé que cela serait si intense. Si seulement il était encore parmi nous, lui et Ryo. La situation empire chaque jour. La douleur physique n'est rien en comparaison. Celle-ci est dans mon âme, je la sens à chaque instant. À chaque seconde, j'entends sa voix dans ma tête me criant d'abandonner, m'implorant. Je n'arrive plus à dormir. En transférant une partie de mon âme vers Kibo, j'ai à peine soulagé ma souffrance, et il doit maintenant partager ce poids lui aussi. Nous sommes obligés de le garder enfermé. J'ai contacté Hikaru et Sora. Ils pourront m'aider à transférer une autre partie vers un autre adepte. C'est risqué, mais je n'en peux plus. Si seulement j'étais plus fort. Ben voilà, on a fini en fait.
Donc là, on a vu la naissance, la naissance du clan Kaiho, de par les quatre enfants qu'avait croisé Maître Tsuyoshi durant son voyage, et il s'avère que Hikaru et Sora, ce sont deux personnes qu'on a vues durant le jeu. Yuki, on ne l'avait pas vu, et Ryo, le dernier évidemment, eh bien c'est nous tout simplement, c'est l'Aragami invoqué par Yamiko. Voilà, donc Ryo est le premier des quatre à être mort. Je crois qu'il est mort. Alors, du coup, je me souviens plus des cinématiques. Je crois qu'on voit qu'il est mort pendant le transfert. Donc, je ne sais plus. Eh bien, voilà, on a terminé avec Aragami. Je vous ai lu tous les documents, tous les parchemins. Donc, c'est quand même intéressant. Ça permet d'étoffer un peu le background et d'en apprendre plus sur l'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de les lire. C'était vraiment sympa. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'espère que ces épisodes vous auront plu, j'espère que cette série vous aura plu sur le jeu Aragami, que ça vous l'a fait découvrir, et pourquoi pas donner envie de le faire de vous-même, parce que y jouer c'est bien aussi. Donc voilà, nous on va se quitter là. J'espère que cette série vous aura plu, que ces 3 épisodes sur la lecture des parchemins vous aura plu également, et que le jeu dans sa globalité vous aura plu. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.